Andrew ralentit son pick-up noir de luxe. Il venait de reconnaître le virage serré de la route poussiéreuse menant à Bitter Creek, au Nouveau-Mexique. À sa gauche, les mesas rouges et déchiquetées se dressaient sous le soleil impitoyable. Elles étaient surmontées d'une croix de fer rouillée et solitaire qui veillait sur la vallée depuis un siècle. À sa droite, les champs de maïs arides du vieux Robert n'étaient plus qu'une terre craquelée. On y voyait un épouvantail sans tête, penché dans une position pathétique. Tout semblait exactement comme il y a 8 ans, mais en quelque sorte pire. C'était comme si le désert reprenait lentement le bois et le fil de fer que les hommes avaient utilisé pour marquer leur territoire. Cela faisait 8 longues années qu'Andrew avait fait un seul sac à dos et quitté cette ville fantôme au milieu de la nuit. Il n'emportait alors que 300 $ en billets froissés. Et l'adresse, également froissée, d'un cousin à Phoenix, en Arizona, qu'il serrait fort dans sa paume moite. À 20 ans, il était animé par une rage silencieuse et brûlante. Une rage contre une terre qui, selon lui, qui n'offrait que la soif et la pauvreté. À Phoenix, il avait commencé tout en bas de l'échelle. Il nettoyait la graisse des sols de restaurants et transportait de lourds parpaings sur des chantiers jusqu'à ce que ses mains saignent. Mais Andrew n'était pas homme à se rendre à l'épuisement. Il était têtu, motivé par le souvenir de la poussière qu'il voulait laisser derrière lui. Il a appris le métier, maîtrisé la langue en écoutant la radio des heures chaque nuit. Il a finalement attiré l'attention d'un entrepreneur sympathique qui a vu son potentiel. Lors de sa 5e année en ville, il avait créé sa propre petite entreprise de rénovation. Elle était spécialisée dans le modernisme désertique haut de gamme. Il n'était pas vraiment riche selon les standards des grandes villes. Mais comparé à la pauvreté aride de Bitter Creek, il se sentait comme un roi. Il portait des vêtements de marque et avait un portefeuille plein de cartes de crédit. Maintenant, il revenait avec un plan parfait. Il voulait sauver sa mère de la maison en pisé délabré qu'elle refusait d'abandonner. Ce qu'il n'avait pas ramené avec lui, c'était un historique récent d'appels téléphoniques. La dernière fois qu'il avait vraiment parlé à Mary, c'était il y a plus de 2 ans. Au début, les appels avaient été hebdomadaires, puis mensuels. Finalement, ils se sont raréfiés jusqu'à disparaître complètement. Il se disait qu'il était trop occupé à bâtir un empire, que sa mère comprenait les sacrifices d'un homme qui réussit, et qu'il se rattraperait en lui offrant une maison de verre et d'acier en banlieue. Le pick-up s'arrêta finalement dans un grincement devant la petite maison en ruine où il avait grandi. Le silence du haut désert le frappa comme un coup physique alors qu'il sortait dans la chaleur. La maison était en encore plus mauvais état que dans ses souvenirs. Le toit était rapiécé avec des tôles ondulées dépareillées, et les murs empisés montraient de profondes fissures comme de vieilles cicatrices. Et là, assis dans la poussière orange devant le porche, se trouvait un jeune garçon. Il poussait un petit camion en bois avec la concentration intense de quelqu'un qui transporte la cargaison la plus précieuse du monde. Le garçon leva les yeux, le visage barbouillé de saleté. Il fixa Andrew sans peur ni sourire. Il observait simplement l'étranger avec des yeux sombres et profonds, des yeux qui semblaient bien trop vieux pour son petit visage. Andrew se retrouva figé, soutenant le regard de l'enfant. Quelque chose bougea au fond de sa poitrine. Une attraction étrange, sans nom, qu'il ne parvenait pas à identifier. Il regarda autour de lui dans la cour désolée, s'attendant à voir un voisin ou un parent. Mais il n'y avait que le garçon, le vaste désert et la vieille maison. Andrew se dirigea vers le porche, ses bottes crissant sur la terre sèche. Il frappa 3 fois à la lourde porte en bois. Ses jointures lui parurent étranges contre le bois. Sa main ne reconnaissait plus l'entrée de sa propre maison d'enfance. La porte s'ouvrit lentement dans un grincement, et là se tenait Mary. 62 ans de vie difficile étaient inscrits sur les rides de son visage. On les voyait aussi sur les callosités de ses mains et le léger affaissement de ses épaules. Ses cheveux blancs étaient soigneusement rentrés sous un foulard pâle. Ses yeux sombres et creusés étaient entourés de rides qu'Andrew ne se souvenait pas d'avoir vues si profondes. Elle paraissait plus âgée, plus fragile. Pourtant, elle se tenait toujours avec cette force tranquille et inébranlable, commune aux femmes qui refusent de tomber parce qu'elles n'ont tout simplement pas d'autre choix. Mais la première chose qu'Andrew remarqua n'était pas le corps vieillissant de sa mère, c'était l'expression dans ses yeux. Ce n'était pas de la joie et certainement pas du soulagement. C'était de la peur, une terreur vive et brute qu'elle essaya de masquer, mais elle ne fut pas assez rapide. Dans cette fraction de seconde avant de retrouver son calme,
Mary jeta un regard nerveux au garçon derrière lui. Puis elle força un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux fatigués. Mon fils, murmura-t-elle en s'avançant pour l'embrasser. L'étreinte fut brève et raide. Ses mains tremblaient contre le tissu coûteux de sa veste. Andrew sentit le tremblement et supposa que c'était juste le choc de son retour soudain après tant d'années de silence. Ils entrèrent dans la petite cuisine où tout était exactement comme il l'avait laissé. Seulement, tout semblait plus plié et plus délabré. L'air sentait la fumée de cèdre et l'odeur piquante du fromage de chèvre frais, une odeur qui transporta immédiatement Andrew au jour de fin de sa jeunesse. Il y avait la vieille table en bois avec 3 chaises dépareillées, le poêle à bois avec une lourde poêle en fonte dessus, et les murs en pisé décorés de quelques photos délavées dans des cadres en plastique bon marché. Mais alors qu'Andrew balayait la pièce du regard, il vit des choses qui n'appartenaient pas à une femme vivant seule. Une paire de petites sandales usées se trouvait près de la porte. Sur la table, il y avait un cahier à ligne avec plusieurs crayons de cire cassés éparpillés autour. Mary le vit regarder et bougea avec une vitesse surprenante. Elle ramassa le cahier et le cacha dans un tiroir. Son geste se voulait naturel, mais il était tout le contraire. Puis le garçon apparut dans l'embrasure de la porte. Il était appuyé contre le cadre, son camion en bois toujours serré dans sa main. Il observait Andrew avec de grands yeux curieux. C'était le regard de quelqu'un qui voit un nouvel élément introduit dans un monde où rien ne change jamais. « Matthew », dit Mary sans se tourner pour le regarder. Sa voix était douce mais empreinte d'une urgence sous-jacente. « Va jouer dehors, mon enfant. Reste près de l'enclos. » Matthew obéit sans un mot, tourna les talons et disparut de nouveau dans la lumière crue de l'après-midi. Mais avant de partir, il jeta un dernier regard à Andrew. Un regard qui ressemblait à une question à laquelle Andrew n'était pas encore prêt à répondre. Mary resta debout près du poêle, le dos tourné à la pièce. Elle ne l'invita pas à s'asseoir, ne lui posa pas de questions sur sa longue route depuis l'Arizona et ne lui demanda pas comment il allait. Elle se tenait simplement là, ses mains s'affairant à ne rien faire sur le comptoir, attendant qu'il parle le premier. Andrew ne put supporter longtemps ce lourd silence. Il tira l'une des chaises bancales et s'assit. Ses genoux lui semblaient trop grands pour l'espace exigu. « Mère, ce garçon dehors, » commença-t-il, sa voix résonnant dans la petite pièce. « Qui est-il? D'où vient-il? » Mary ne se retourna pas. Elle continua de s'agiter avec une pile de chiffons propres, ses mouvements saccadés et comme répétés. « C'est le fils d'une jeune femme d'un des ranchs voisins, » dit-elle rapidement. Les mots sortirent d'un trait, comme si elle les avait répétés 1000 fois. Elle ne pouvait pas s'occuper de lui. « J'aide. Je m'en occupe. » Andrew l'observa attentivement, voulant insister. « Quel ranch? Depuis quand? Pourquoi personne n'en a parlé dans les quelques lettres qu'ils ont échangées il y a des années? » Mais la tension dans les épaules de sa mère lui dit d'arrêter. Elle était tendue comme un ressort sur le point de casser. Il décida de changer de sujet pour le moment. Il sortit son smartphone haut de gamme pour lui montrer des photos de sa vie en ville. Il fit défiler des images de son pick-up noir étincelant, de son appartement moderne au centre-ville de Phoenix. Il montra aussi son équipe de construction, posant fièrement devant une immense villa aux murs de verre qu'il venait de terminer. Il pointa l'écran, se montrant souriant devant un panneau portant le nom de son entreprise en lettres grasses. Il attendit qu'elle dise quelque chose. Un mot de fierté, un « bien joué, mon fils », ou n'importe quoi qui validerait les 8 ans de sueur et de distance. Mais Mary se contenta de hocher lentement la tête en regardant l'écran lumineux, son expression indéchiffrable. Andrew sentit un nœud froid se former dans son estomac. Il avait traversé un désert, dormi sur des sols en béton et travaillé sous un soleil capable de faire fondre l'asphalte pour construire cette vie. Et sa mère regardait tout ça comme si ce n'était que des lumières clignotantes sur un jouet. Il rangea son téléphone et se tut. À travers la petite fenêtre sans vitre, il vit Matthew assis sous l'ombre maigre et chétive d'un mesquite. Le garçon parlait à son camion en bois dans un murmure. Ses petites mains étaient couvertes de poussière orange et ses pieds étaient nus. Il portait un T-shirt de plusieurs tailles trop grand, probablement un don d'une collecte de charité locale. Quelque chose dans cette image contracta les muscles de la poitrine d'Andrew. Ce n'était pas de la pitié. C'était une étrange attraction intérieure, comme une corde qu'on pince dans une pièce qu'il n'avait pas visitée depuis des années. Il se força à détourner le regard,
mais l'image du garçon dans la poussière était déjà gravée dans son esprit. En fin d'après-midi, Andrew décida qu'il devait quitter la maison pour respirer. Les petites pièces semblaient rétrécir, se refermant sur lui avec le poids des non-dits. Il se rendit au centre de Bitter Creek, qui était encore plus désolé que dans ses souvenirs. La plupart des maisons étaient barricadées avec du contreplaqué. Leurs clôtures s'affaissaient et leurs cours étaient envahis par les virevoltants. La petite épicerie du vieux Frank était fermée par une lourde chaîne rouillée, et l'école de 2 pièces où Andrew avait appris à lire n'était plus qu'une carcasse. Ses fenêtres étaient brisées et un panneau fermé avait blanchi au soleil. La plupart des gens avaient fui il y a des années. Certains étaient partis vers le nord comme lui, d'autres avaient déménagé à Albuquerque ou El Paso. Et ceux qui restaient étaient les personnes âgées, celles qui n'avaient ni la force ni la raison de recommencer ailleurs. Il passa devant la maison de Madame Catherine. C'était une femme qui vivait dans la vallée depuis 70 ans. Elle était connue pour avoir une volonté de fer et une langue qui ne savait pas mentir. Elle était assise sur une chaise en plastique bleu à l'ombre de son porche. Elle pliait du linge avec une précision méthodique. Elle avait enterré un mari et un fils dans le cimetière local. Le mari d'une longue maladie et le fils d'un accident tragique sur une autoroute loin de chez lui. Depuis, elle vivait seule avec ses poules et avec la réputation de voir des vérités que les autres choisissaient d'ignorer. « Tiens, regarde ce que le vent nous amène, dit-elle alors qu'Andrew approchait. Elle se leva avec un grognement et lui donna une étreinte étonnamment forte. Le genre d'étreinte que les femmes âgées utilisent pour confirmer que ce qu'elles touchent est bien réel. Elle recula et le toisa d'un regard perçant. « Tu as l'air doux et bien nourri, Andrew. Je vois que la ville a mieux traité ton estomac que ton cœur. » Andrew esquissa un petit sourire, le premier authentique depuis son arrivée. Ça faisait du bien d'être reconnu, même si l'accueil était un peu salé. Mais Catherine n'était pas du genre à faire des politesses. Elle se rassit et lui fit signe de prendre l'autre chaise. « Ta mère t'a attendu très longtemps, Andrew, très longtemps. » Elle le dit sans drame ni accusation, ce qui rendit les mots encore plus tranchants. Andrew essaya de s'expliquer. Il parla des contrats, des longues heures et de l'argent qu'il économisait pour offrir une vie meilleure à sa mère. Mais Catherine écouta sans l'interrompre, son visage un masque de peau burinée. Quand il eut fini ses excuses, elle regarda simplement l'horizon. « C'est bien que tu sois revenu, mon garçon, » murmura-t-elle. « J'espère juste que tu n'es pas arrivé trop tard pour voir ce qui est juste sous tes yeux. » Andrew quitta son Porsche avec une boule dans la gorge. Il prit le chemin le plus long pour rentrer, passant par le lit asséché du ruisseau. Là, la terre était plate et les pierres formaient un cercle naturel. C'est là qu'il jouait quand il était enfant, et c'est là qu'il s'asseyait avec Grace pendant les heures dorées de leur 17e été. Grace. Il ne s'était pas autorisé à penser à son nom depuis des années. Il resta là un long moment, fixant le lopin de terre vide. Il sentait le fantôme d'une version plus jeune de lui-même, toujours assise là, attendant un avenir qui n'était jamais arrivé. Il chassa cette pensée et continua de marcher. Mais le nom était déjà coincé dans son esprit, et il n'allait pas partir facilement. Ce soir-là, le dîner se déroula dans un silence lourd et oppressant. Ils mangèrent de simples haricots, des tortillas faites à la main, et le fromage de chèvre salé que Mary préparait d'elle-même. Matthew mangeait à 2 mains, concentré sur sa nourriture avec la faim brute d'un enfant qui a passé toute la journée sous le soleil. Andrew pouvait à peine avaler. L'atmosphère dans la cuisine était épaisse de tensions non dites. Quand Matthew eut fini son repas et alla dormir dans sa petite chambre, Andrew posa ses mains à plat sur la table. Il décida qu'il était temps de mettre son plan à exécution. « Mère, je suis venu te ramener avec moi, dit-il, sa voix ferme et décidée. Il ne le formula pas comme une demande, mais comme une affaire réglée. Il expliqua les détails de son appartement à Phoenix, mentionnant la chambre supplémentaire et les commodités modernes. Il lui dit qu'elle n'aurait plus jamais à travailler un seul jour de sa vie, qu'elle aurait l'eau chaude courante, une cuisinière à gaz et une vraie salle de bain. Il lui dépeignit la vie confortable dont il pensait que toute mère rêverait. Mary le laissa parler, le visage vide d'émotion, tandis qu'elle écoutait sa description d'un monde qu'elle n'avait jamais vu. Quand il s'arrêta enfin, elle se leva, ramassa les assiettes vides et se dirigea vers l'évier. « Non, dit-elle, le dos tourné. » Andrew cligna des yeux, confus par la simplicité de son refus. « Comment ça, non? Pourquoi pas? » demanda-t-il, sa voix s'élevant légèrement. « Parce que c'est ma maison, Andrew.
répondit-elle, sa voix aussi stable qu'une montagne. Cette maison tombe en ruine, mère. Le toit fuit et les murs se fissurent. Alors elle tombera en ruine avec moi à l'intérieur, rétorqua-t-elle en se tournant vers lui. Ses yeux étaient durs, comme du silex. Andrew se leva, sa frustration débordant. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait choisir un toit qui fuit et la poussière plutôt qu'une vie de confort et de sécurité. Il se mit à argumenter plus fort, la traitant d'obstinée. Il lui dit qu'elle avait toujours été comme ça, s'accrochant à un endroit qui ne lui donnait rien alors qu'il essayait de tout lui donner. « Je t'offre une vie meilleure », cria-t-il presque. « Pourquoi faut-il toujours que tu rendes les choses si difficiles ?» Un petit bruit venant du couloir l'interrompit. Matthew se tenait là dans son t-shirt trop grand, les yeux écarquillés de peur. Il ne pleurait pas, mais son petit corps était rigide, pris dans le feu croisé de la colère d'un adulte. L'attitude de Mary changea en un instant. Elle se précipita vers le garçon, s'agenouilla et posa doucement ses mains sur ses épaules. « Tout va bien, mon petit, » murmura-t-elle. « Retourne te coucher. Tout va bien. » Elle le ramena dans sa chambre. Ses mouvements étaient pleins d'une tendresse qu'Andrew n'avait pas ressentie de sa part depuis près d'une décennie. Il les regarda partir, remarquant comment sa posture s'adoucissait quand elle touchait le garçon. Il vit comment sa voix se transformait et comment les mains qui venaient de laver la vaisselle avec raideur caressaient maintenant la tête de l'enfant avec une infinie délicatesse. À ce moment-là, une prise de conscience commença à poindre en lui, bien qu'il ne soit pas encore prêt à la formuler. Sa mère n'avait pas dit non par fierté. Elle avait dit non parce qu'elle ne pouvait pas abandonner le garçon et elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Mary retourna à la cuisine et dit sans le regarder, « Allons dormir, Andrew. Nous parlerons plus demain. » Mais ils savaient tous les deux que demain apporterait probablement plus du même silence. Le lendemain matin, Mary quitta la maison avant l'aube. Elle devait traire les chèvres, puis marcher jusqu'à un ranch voisin à 30 minutes de là pour livrer son fromage. Elle dit à Andrew que Matthew avait déjà pris son petit déjeuner et le laissa seul avec l'enfant pour la première fois. Le garçon était assis à la table de la cuisine, penché sur son cahier avec une expression concentrée. Il avait 3 crayons de cire usée, un vert, un marron et un jaune. Il dessinait avec la langue tirée au coin de la bouche, comme si son œuvre était une question de vie ou de mort. Andrew s'assit en face de lui mal à l'aise. Il n'avait aucune idée de comment parler à un garçon de 8 ans. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il en essayant de garder une voix douce. « Une chèvre », répondit Matthew sans lever les yeux. « Laquelle ?» insista Andrew. « Quenelle. C'est la plus vieille que nous ayons. Mary dit qu'elle était là avant même que je sois né. » Andrew ne put s'empêcher de sourire à ce nom. Mère Mary. C'est comme ça que le garçon l'appelait. Pas grand-mère, pas madame, mais Mère Mary. Pour lui, cela semblait la chose la plus naturelle du monde. « Je peux voir ton cahier ?» demanda Andrew. Matthew leva les yeux, l'évaluant un long moment avant de pousser le livre sur la table avec des gestes prudents, comme s'il prêtait un artefact précieux. Andrew ouvrit la première page et vit un dessin de la maison. Les murs empisés, la porte bleue et le toit en tôle. Tout était disproportionné, mais parfait dans son honnêteté. Il tourna la page pour voir les chèvres dans leur enclos. Puis un dessin de Mary, avec un énorme tablier et un sourire qui lui prenait tout le visage. Il y avait des dessins du désert, de Catherine sur sa chaise bleue et d'un chien qu'Andrew ne reconnaissait pas. Chaque page était un morceau de la vie de Matthew, une carte vivante de son monde. Mais en feuilletant, Andrew réalisa qu'il n'y avait aucune figure paternelle, aucun homme, aucun oncle. Le monde de Matthew était entièrement peuplé de femmes âgées, d'animaux et de la terre rouge. Puis il arriva à une page sans dessin. À la place, il y avait une seule phrase écrite en grandes lettres tremblantes avec le crayon marron. La pression du crayon avait été si forte qu'elle avait presque déchiré le papier. « Pourquoi je n'ai pas de père ?» Andrew sentit l'air quitter ses poumons. Il lut la phrase 2 fois, puis 3 fois, les lettres dansant devant ses yeux. Il referma lentement le cahier. « Andrew, tu n'as pas aimé ?» demanda Matthew de l'autre côté de la table. « J'ai beaucoup aimé, » dit Andrew, mais sa voix semblait fêlée et creuse. Il rendit le livre et sortit dans la cour, le cœur battant. Il se tint au milieu de la poussière, les mains sur les hanches, regardant le vaste désert vide. Il ne savait pas ce qu'il ressentait, mais quelque chose de lourd, dormant depuis des années, commençait à bouger et à se fissurer. Le soleil tapait sur son visage,
Les chèvres bêlaient au loin, et la question du cahier résonnait dans son esprit comme un bourdonnement persistant qu'il ne pouvait faire taire. Cette nuit-là, pendant que Matthew dormait et qu'Andrew était éveillé dans son ancienne chambre, Mary sortit discrètement de la maison. Elle traversa la cour sombre jusqu'au porche de Catherine, sans frapper, se tenant simplement dans l'embrasure de la porte. Il a commencé à poser des questions, dit-elle dans l'obscurité. Catherine était assise près d'une petite bougie, raccommodant une jupe déchirée. Elle ne leva pas les yeux de son travail. « Et que lui as-tu dit » demanda-t-elle. « La même chose que je lui dis toujours, qu'il est le fils d'une connaissance qui ne pouvait pas le garder. » « Et il t'a cru » Mary ne répondit pas. Elle s'assit sur la chaise en face de Catherine et regarda la flamme vacillante. Les ombres creusaient des lignes profondes sur son visage, soulignant le lourd tribut que 8 ans de secret avaient prélevé sur son esprit. « Il ne me croira plus très longtemps, » murmura Mary. « Le garçon lui ressemble trop. » Catherine posa son aiguille et regarda Mary droit dans les yeux. « Mary, ce garçon mérite de savoir qui il est, et ton fils mérite de savoir qu'il a un enfant. » « Mon fils est parti, » lança Mary, sa voix tremblant d'un mélange de chagrin et de colère. « Il ne mérite rien. »« Alors ne le fais pas pour Andrew, » dit doucement Catherine. « Fais-le pour Matthew et fais-le pour toi. Tu ne peux pas emporter ce mensonge dans ta tombe, Mary. C'est trop lourd pour une seule personne. » Mary serra les lèvres, la mâchoire obstinée. Elle avait passé 8 ans à s'endurcir pour protéger le garçon, mais son cœur commençait enfin à s'effilocher. Chaque fois que Matthew posait des questions sur son père, elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. « Les choses vont bien comme elles le battent, » dit-elle en se levant pour partir. « Elles ne vont pas bien, Mary, » cria Catherine derrière elle. « Je porte ce poids, moi aussi. 8 ans à te regarder te débattre seule avec cet enfant, incapable de dire un mot ou de t'aider comme je le voulais. J'ai perdu mon propre fils, Mary. Je n'ai pas pu le sauver. Mais ce garçon est là. Il est vivant et il mérite la vérité. » Mary ne répondit pas, mais elle s'arrêta au bord du porche. « Et il n'y a pas que ton fils qui mérite de savoir, » ajouta Catherine, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « J'ai retrouvé Grace. » Mary se retourna brusquement, les yeux écarquillés de choc. « Je l'ai retrouvée par un cousin à Albuquerque, » continua Catherine. « Je lui ai envoyé un message il y a quelques semaines. Je ne sais pas si elle viendra, mais je devais le faire. » « Tu n'en avais pas le droit, Catherine, » siffla Mary. « J'avais le même droit que toi quand tu es allée à Santa Fe pour trouver ce bébé. Parfois, il faut faire ce qui est juste, même si personne ne te le demande. » Mary retourna à sa maison dans un état second, le poids de 2 nouvelles vérités pesant sur ses épaules. Mais le secret se dévoilait et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Andrew ne pouvait pas dormir. Il se tournait et se retournait sur le vieux lit de camp qui gémissait à chaque mouvement. L'air de la pièce sentait le pisé humide et le passage du temps. Sur le mur, il y avait encore un clou rouillé où son sac d'école était accroché. C'était tout ce qui restait de lui dans cette maison, un clou vide. Mais ce n'était pas la chambre qui le tenait éveillé. C'était la question dans le cahier de Matthew. 5 mots d'une écriture tremblante qui refusait de le laisser tranquille. Il se leva et marcha pieds nus dans la maison silencieuse. Il passa devant la porte fermée de Mary, puis s'arrêta à l'entrée de la chambre de Matthew. Le garçon dormait sur le côté, son cahier par terre à côté de son matelas, et son camion en bois à portée de main. Andrew continua dans le couloir jusqu'au petit débarras où sa mère gardait ses affaires de couture et de vieilles malles. Dans un coin se trouvait une ancienne armoire en bois qui n'avait jamais eu de serrure. Il l'ouvrit lentement, voyant des piles de courtes pointes pliées et de vieux draps. Tout au fond, caché sous une pile de lourdes couvertures d'hiver, il trouva une boîte en fer blanc-bleu, du genre qui contenait autrefois des biscuits danois. Il la sortit, s'assit par terre et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des photographies. La première était de lui, jeune garçon, tenu dans les bras forts de son père. Ils souriaient tous les deux devant cette même maison. Son père portait un chapeau à large bord et avait l'air de posséder le monde. Andrew n'avait presque aucun souvenir de l'homme, seulement des sensations, l'odeur de la terre et une voix grave qui le berçait pour l'endormir. Il fouilla plus profondément dans la boîte, trouvant des photos d'école et des images de lui jouant avec un camion en bois. Son sang se glaça quand il réalisa que c'était exactement le même type de camion que celui de Matthew. Les mêmes mains avaient fabriqué les 2 jouets. Il continua de chercher avec des mains tremblantes
jusqu'à ce qu'il trouve une photographie plus récente. C'était une jeune femme de profil, le ventre arrondi par la grossesse. Son visage était à moitié détourné, regardant le sol, ses cheveux sombres tombant sur son épaule. Andrew tint la photo à la faible lueur de lune qui filtrait par la fenêtre. C'était Grace. Son estomac se noua. Sous la photo se trouvait un morceau de papier jauni plié en quatre. Il le déplia avec des doigts maladroits. Ce n'était pas un acte de naissance, mais un dossier d'un orphelinat de Sainte-Fé. C'était un document officiel enregistrant l'admission d'un nouveau-né de sexe masculin il y a 8 ans. C'était 4 mois après qu'Andrew ait traversé la frontière pour l'Arizona. Le nom de la mère était indiqué comme Grace Dalton. L'espace pour le nom du père était vide, mais les dates racontaient toute l'histoire. Grace était enceinte quand il est parti. Elle avait abandonné le bébé 4 mois après sa disparition. Et maintenant, un garçon de 8 ans vivait dans cette maison, jouant avec un camion en bois. Andrew appuya sa tête contre le mur et glissa lentement jusqu'à être assis par terre. La boîte était à côté de lui et les papiers dans sa main. Il réalisa alors que toutes les pièces du puzzle qu'il avait évité pendant des années s'emboîtaient enfin, et chacune d'entre elles pointait directement vers sa propre lâcheté. Andrew ne dormit pas du reste de la nuit. Il resta assis sur le sol du débarras jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les fissures des murs. Il entendit sa mère se réveiller, entendit ses pas rythmés dans la cuisine et sentit l'odeur familière des tortillas qui chauffaient. Il attendit que Matthew ait fini son petit déjeuner et soit sorti jouer avec les chèvres. Quand il entendit la porte arrière se refermer, il se leva et entra dans la cuisine. Il posa la photo de Grace et le document de l'orphelinat sur la table devant sa mère, sans dire un mot. Mary baissa les yeux, son regard se posant sur l'image délavée et le sceau officiel de l'établissement de Sainte-Fé. Elle n'essaya pas de mentir. Elle n'essaya pas d'expliquer. Elle resta simplement là, les mains posées sur son tablier, le regard fixé sur la preuve de son secret. Grace était enceinte, dit Andrew, sa voix basse et vibrante d'un mélange de choc et de colère. Elle a abandonné un bébé 4 mois après mon départ. Et ce garçon vit dans cette maison. Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense, mère. Dis-le-moi. Mary le regarda dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée, son regard inébranlable. Je ne peux pas te dire ça, Andrew, parce que c'est exactement ce que tu penses. Matthew était ton fils. La cuisine sembla soudain manquer d'air. Andrew recula d'un pas, puis avança de 2 pas, arpentant la petite pièce comme un animal en cage. 8 ans, mère. 8 ans et tu n'as jamais dit un mot. Pas un seul appel, pas une lettre, rien. Tu n'as pas appelé non plus, Andrew, lui rappela-t-elle, sa voix froide comme la pierre. Ce n'est pas la même chose. Oh, vraiment? Quelle est la différence? Tu es parti sans te regarder en arrière. Tu as laissé ta mère seule dans ce désert. Et tu as laissé une fille sans même dire au revoir. Tu n'as pensé qu'à toi, Andrew. Tu n'as pas pensé à moi. Et tu n'as certainement pas pensé à Grace. Si tu avais su pour l'enfant, qu'aurais-tu fait? Serais-tu revenu? Oui, cria Andrew. Non, tu ne l'aurais pas fait. Toi, ça, blablabla, tu vas faire, rétorqua Mary, sa voix s'élevant pour égaler la sienne. Tu ne reviens pour personne. Tu ne reviens que lorsque tu as quelque chose à montrer. Les mots frappèrent Andrew avec la force d'un coup physique, car il savait, au fond de lui, qu'elle avait raison. Il avait été si concentré sur sa propre réussite qu'il avait effacé les gens qu'il avait laissés derrière lui. Si tu avais eu de l'argent, cracha Andrew en retour, cherchant un moyen de la blesser, autant qu'elle le blessait, tu n'aurais pas eu à le cacher, tu n'aurais pas eu à vivre comme ça. Mary ferma les yeux une seconde, absorbant l'insulte. Quand elle les rouvrit, ils étaient secs et féroces. Elle se tourna vers la fenêtre et regarda Matthew courir dans la cour. « Je ne l'ai pas caché de toi, Andrew, dit-elle, le dos tourné. Je t'ai caché de lui parce qu'un enfant mérite mieux qu'un père qui s'enfuit quand les choses deviennent difficiles. » Andrew resta figé au milieu de la cuisine, les mains pendantes et inutiles, incapable de trouver un seul mot pour se défendre. Le silence dans la cuisine dura longtemps. Ce fut Mary qui le rompit, finalement, s'asseyant lentement à la table et faisant signe à Andrew de faire de même. Sa voix était plus calme maintenant, remplie de l'épuisement d'une femme qui avait porté une montagne pendant une décennie. « 3 mois après ton départ, j'ai entendu dire que Grace attendait un enfant, commença-t-elle. Une voisine me l'a dit. J'ai marché 2 heures dans la chaleur pour la trouver. Mais quand je suis arrivé chez elle, elle était partie.
La maison était vide et ses affaires étaient éparpillées partout. Elle regarda ses mains sur la table. Les mois ont passé et je ne savais rien. Je ne savais pas si le bébé était en bonne santé ou si elle était même en vie, jusqu'au jour où une femme de Santa Fe est passée en ville. Elle a mentionné qu'une jeune fille avait laissé un nouveau-né à l'orphelinat là-bas. Elle a dit que la fille avait le cœur brisé, mais qu'elle avait signé les papiers et disparu. J'ai su à ce moment-là. J'ai su dans mon cœur que ce bébé était de mon sang. Andrew déglutit difficilement, l'air de la pièce semblant épais et lourd. Mon sang, répéta Mary en touchant sa poitrine. J'ai rassemblé chaque centime que j'avais, 4 5 $ et du fromage que j'ai vendu en chemin. J'ai pris le bus à 5 heures du matin et je suis allé directement à l'orphelinat. Mais quand je suis arrivé, ils m'ont dit non. Ils ont dit que le bébé était déjà en cours de procédure d'adoption par une famille riche d'Albuquerque. Ils ont regardé mes vêtements. Ils ont regardé mes mains rugueuses et ils m'ont dit que je n'étais pas apte à élever un enfant. Qu'as-tu fait? Murmura Andrew. Je suis revenu, dit Mary. Et la simple honnêteté de cette réponse brisa le cœur d'Andrew. J'ai pleuré tout le long du trajet. Mais le lendemain, Catherine m'a dit que nous y retournions. Elle a dit que 2 vieilles femmes têtues valaient plus qu'une douzaine d'avocats. Nous avons pris ton acte de naissance, ta vieille carte d'identité et une lettre que j'ai écrite cette nuit-là. J'ai signé de ton nom un document disant que tu m'autorisais à prendre l'enfant. J'ai menti à l'État, Andrew. J'ai menti pour sauver ton fils. Et ils t'ont cru? Pas au début. Nous sommes restés assises sur un banc dans ce couloir pendant 5 heures, jusqu'à ce qu'une jeune employée écoute enfin notre histoire. Elle a vu que j'étais la grand-mère et que le père était parti. Elle a risqué son travail pour me laisser le ramener à la maison, à condition que je signe tous les papiers qu'il me présentait. Je ne les ai même pas lus. Je voulais juste mon petit-fils. Je l'ai porté pendant 3 heures dans le bus, enveloppé dans mon propre châle parce que je n'avais ni couverture ni biberon. Je l'ai ramené à la maison dans le noir et Catherine m'a aidé à le nourrir. Je l'ai fait pour lui, Andrew, et je le referai sans hésiter. Andrew se leva de table sans un mot. Il attrapa les clés de son pick-up et se dirigea vers la porte, son esprit un tourbillon de culpabilité et de honte. Il vit Matthew assis près de l'enclos des chèvres, traçant des lignes dans la terre avec son camion en bois. Quand le garçon vit Andrew se diriger vers le véhicule, il arrêta de jouer et le regarda. Andrew jeta ses clés sur le siège mais s'arrêta, la main sur le volant. Matthew se leva et se dirigea vers le Porsche où Mary se tenait maintenant. « Est-ce que cet homme s'en va? » demanda le garçon, sa voix portant à travers la cour. La question fut comme une balle dans l'âme d'Andrew. Il regarda le garçon, puis sa mère, puis la route qui ramenait à sa vie confortable et vide à Phoenix. Il se souvint des mains de sa mère lui fabriquant un camion en bois à la mort de son propre père. Et il regarda le camion dans la main de Matthew. Il réalisa que la richesse ne se mesurait pas au solde d'un compte en banque, mais à la force des mains qui vous soutiennent quand vous n'avez rien d'autre. Andrew tourna la clé, mais au lieu de passer une vitesse, il coupa le moteur. Il sortit du pick-up, se dirigea vers Matthew et s'agenouilla dans la poussière. « Non, dit Andrew, la voix chargée d'émotion. « Je ne pars pas, je reste ici. » Alors que le soleil commençait à descendre derrière les mésas, peignant le ciel de nuances de violet et d'orange profond, ils s'assirent tous les 3 sur le porche. Andrew avait passé la dernière heure à simplement regarder son fils jouer. Il réalisait que la vie qu'il avait construite en ville n'était qu'une coquille vide comparée aux racines qu'il avait failli laisser se dessécher. C'est une chose étrange en vieillissant. On se rend compte que le monde ne se soucie pas des tours que l'on construit ou des voitures que l'on conduit. Il se soucie de savoir qui restera pour se souvenir de notre nom une fois que la poussière sera retombée. J'ai vu beaucoup d'hommes comme Andrew, poussés par une faim de prouver qu'ils sont plus que leur lieu d'origine. Mais c'est seulement pour découvrir que la chose même qu'ils fuyaient était la seule qui pouvait vraiment les ancrer. Nous passons la première moitié de notre vie à essayer d'échapper à nos origines, et la seconde moitié à essayer d'y retrouver notre chemin. Il y a une leçon profonde dans la façon dont Mary s'est accrochée à cet enfant quand tout le monde l'avait abandonné. Elle n'avait pas de diplôme universitaire ni de travail prestigieux, mais elle avait un engagement envers le sang qui coulait dans ses veines, un engagement qui transcendait les lois et la pauvreté. La vraie richesse ne se trouve pas dans les choses que nous accumulons, mais dans les responsabilités que nous refusons d'abandonner.
Elle se trouve dans les mains calleuses qui traînent les chèvres à l'aube pour qu'un enfant ait le ventre plein, et dans la force tranquille d'une femme qui reste debout dans un couloir pendant 5 heures, juste pour avoir la chance d'aimer quelqu'un qui a été rejeté. Pour la jeune génération, le succès ressemble souvent à une voiture rapide et une grande maison. Mais pour ceux d'entre nous qui ont vu les saisons passer de nombreuses fois, le succès ressemble à une famille réunie autour d'une table en bois. Même si la table est bancale et le repas simple, nous devons apprendre que nos erreurs n'ont pas à être notre destin. Andrew avait échoué pendant 8 ans, mais en un après-midi, il a choisi d'entreprendre le long et difficile travail de la rédemption. Le pardon n'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se construit brique par la présence et la constance. Il ne suffit pas de revenir avec un portefeuille plein d'argent. Il faut revenir avec un cœur prêt à servir. La vie est une série de départs et d'arrivées. Mais le voyage le plus important que nous ferons jamais est celui qui nous ramène aux personnes qui n'ont jamais cessé de nous attendre. Alors que les étoiles commençaient à percer le ciel du désert, Andrew regarda sa mère et son fils. Et pour la première fois en 8 ans, il ne cherchait pas une issue. Il était exactement là où il devait être. Il comprenait enfin que la plus belle chose qu'un homme puisse construire n'est pas une maison de verre, mais un foyer fait de vérité et de temps.